Euh, je vais essayer de supprimer par contre la transcription parce que c'est assez dérangeant. Et je vais reprendre mes slides. Euh, donc voilà, c'est une formation, enfin c'est une information plutôt assez courte euh, que nous donnons, que nous avons déjà donné l'an dernier, que nous répétons cette année, d'autant plus que, comme vous le savez, le subside lié à Reddy n'est pas encore pas prolongé ou pas encore prolongé, vu que Reddy apparaît dans la nouvelle déclaration du gouvernement fédéral de politique. Donc c'est plutôt pour vous tenir au courant des évolutions et puis pour informer aussi ceux qui ne sont pas encore très au fait de Reddy. Alors je me présente, donc moi je suis Laurent Nissen, je travaille à l'Université de Liège dans une cellule qui s'appelle Esprit, qui est une cellule interfacultaire et nous sommes le partenaire francophone pour l'implémentation du projet Reddy et puis aussi donc Reddy qui est une application web à destination des CPS, mais où nous sommes aussi partenaires pour la mise à jour des budgets de référence sur lesquels s'appuie l'application Ready. Donc, quand on dit mise à jour, il y a à la fois une mise à jour des montants financiers qui a lieu tous les 6 mois. Tous les 6 mois, elle est faite de façon automatisée via un index spécifique. Tous les 2 ans, il y a quand même une vérification qui se fait par les sites Internet des différents fournisseurs, magasins, fournisseurs de services, etc. Mais il y a aussi tous les 5 ans une mise à jour plus spécifique qui est liée à l'évolution des modes de vie, on va dire. Il y a 20 ans, par exemple, Internet n'était pas aussi indispensable. Maintenant, on ne peut pas se passer d'Internet pour prendre des rendez-vous, même avec les administrations. Donc, l'inclusion d'un ordinateur, d'une connexion Internet n'aurait peut-être pas été présente si Reddy avait existé il y a 20 ans, et c'est le budget de référence avait existé il y a 20 ans, donc ils ont été créés en 2008. Mais voilà, ce sont des évolutions qui sont nécessaires. Ma compagne, mais elle n'interviendra pas dans cette formation-ci, dans cette information-ci, pardon, ma collègue Stéphanie Linchet, qui est aussi l'autre travailleuse qui est ici présente à l'Université de Liège, donc pour l'adaptation francophone de l'outil. Donc concernant, alors on n'a pas prévu donc de séance. Enfin, vous pouvez évidemment intervenir oralement. On a en tout cas coupé les micros pour le moment pour éviter les interférences sonores. On a coupé les caméras aussi pour des questions de bande passante. Il y a de toute façon un chat si vous voulez poser vos questions. On essaiera de s'interrompre de temps à autre. Alors moi je suis ici en plus sur une double vue euh, du PowerPoint, donc c'est plutôt ma collègue qui m'informera s'il y a des questions. Donc la présentation ici sera envoyée à tout le monde, donc le PowerPoint. Le webinaire sera enregistré et mis à disposition. Donc je vous le disais, le micro et la caméra sont éteints. Et les questions et réponses seront aussi mises à disposition par la suite de ce webinaire. Alors, ce dont on va vous entretenir aujourd'hui, c'est d'une part les obligations statutaires du Conseil de l'aide sociale et puis du comité spécial, mais évidemment, on va pas vous faire un cours là-dessus parce que vous les connaissez, c'est plutôt pour pointer par rapport à Reddy en quoi on peut faire des liens. Je vous parlerai aussi des budgets de référence et de Reddy. On fera une petite démonstration de l'outil Reddy comme vous êtes membre du Conseil de l'aide sociale ou du comité spécial, peut-être n'avez-vous jamais vu Reddy, donc c'est l'occasion de prendre connaissance de la façon dont le programme fonctionne. On vous parlera aussi du cadre des conventions, donc la plupart savent peut-être déjà de quoi il s'agit, hein, mais c'est toute une série de règles à décider de façon locale pour appliquer Reddy d'une façon harmonisée et équitable entre les ayants droit et les bénéficiaires de l'aide sociale. Je vous parlerai aussi du matériel didactique qui est mis à votre disposition, des enseignements de ces 2 premières vagues, et puis une brève conclusion sur ce qu'il faut retenir, et puis donc peut-être de façon plus structurée, une séance de questions-réponses. Il faut que je surveille, ça va, je ne prends pas trop de temps. Alors, comme je vous le disais, les obligations statutaires ben forcément, donc moi je ne vais pas non plus m'y attarder parce que je ne suis pas spécialiste de la question.
Mais parmi les obligations statutaires du Conseil de l'aide sociale, ben, il y a les questions liées au droit à l'intégration sociale, au droit à l'aide sociale, la ratification des décisions du président euh, et les conseils politiques non contraignants que vous remontez par la suite, à l'échevina notamment. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est principalement les deux premiers points. Je ne vais pas non plus m'attarder énormément sur le droit à l'intégration sociale, qui est fixé de façon assez stricte, mais par contre, en termes de droit à l'aide sociale, le droit à l'aide sociale ben, vise à permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine, et c'est la raison pour laquelle je reviens à cette obligation statutaire du CSSS notamment, c'est que Ready est un outil qui est conçu pour permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. Alors, dans sa dimension, évidemment, purement budgétaire, hein, mettre les moyens à disposition pour permettre aux bénéficiaires de mener une vie digne, forcément que sur tous les autres aspects de la vie digne, ben, cet outil euh, n'est pas prévu pour. À ceci près, évidemment, que Ready n'est pas non plus un outil de fourniture d'aide financière plus simple. Ce n'est pas une calculatrice. Ça permet de donner un montant, d'adapter ce montant aussi au choix politique du CPAS, mais ça permet évidemment aussi de mener tout le travail lié à la fourniture d'une aide sociale, donc tout le travail d'éducation, on va dire, hein, de suivi, d'accompagnement euh, que mènent les travailleurs sociaux. Donc c'est pas un ticket avec un montant, point barre. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Et donc par rapport à cet outil donc, qui se base sur des budgets de référence, les budgets de référence étant calculés pour mener une vie conforme à la dignité humaine, euh, ben, l'outil permet de préserver la compétence locale et l'autonomie du CPS. Donc il est adaptable au contexte local et puis il peut être adapté de façon à être un outil sur mesure des choix qui sont posés par les CPAS. Euh, et, mais à ceci près que, évidemment, en étant adaptable au contexte local, ben, il permet aussi, dans une certaine mesure, de maintenir des différences qui peuvent être considérées comme regrettables entre les CPAS principalement. Au sein des CPAS, ça devrait être moins le cas à partir du moment où les accords sont clairs, même si forcément qu'un document qui balise un petit peu quand et comment utiliser Ready au niveau de votre commune ne va pas régler absolument toutes les situations spécifiques et individuelles. Euh, Alors, bah, si on prend des situations spécifiques d'une personne qui aurait des revenus, je ne m'attarde pas ici, hein, je vous fais un peu la version accélérée et courtée de celle qu'on donne pour les travailleurs sociaux, mais d'une personne qui bénéficierait d'un montant de 1470 euros et d'une maman avec un enfant, donc une famille monoparentale qui aurait des revenus à hauteur de 1641 euros, euh, la personne seule en tant qu'isolée le revenu d'intégration, alors ce sont les chiffres du 1er mai 2024, ils n'ont pas été mis à jour, peut-être qu'ils ont encore un petit peu évolué, je n'en suis pas sûr. Pour un isolé, c'est 1288 euros, donc il gagne plus. Par contre, pour une isolée avec charge de famille, on est à 1741 euros, ce qui fait que la personne avec enfant bénéficierait d'un complément de 100 euros. Alors, à partir de là, ben, en fonction de tous les besoins spécifiques, pardon, je vais un petit peu vite, euh, donc les besoins spécifiques liés à la situation locale, par exemple, cette personne seule peut travailler et faire les pauses ou travailler à une distance excessive de son domicile où il n'est pas possible ou qu'il n'est pas possible d'atteindre par les transports en commun. Donc on peut imaginer qu'il faille un véhicule, ce genre de choses. Ben voilà, les montants, le montant ne sera pas nécessairement suffisant et on pourrait se retrouver dans une situation où elle a besoin de 402 euros supplémentaires pour gérer
ses besoins mensuels. Alors c'est un petit peu la différence ici entre égalité formelle, on va dire, et égalité substantielle. Donc il y a deux formes d'égalité, celle qui met vraiment tous les citoyens, qui donne la même chose à tous les citoyens, quelle que soit leur situation, et puis celle qui rétablit quelque part l'équilibre entre les citoyens en leur donnant un peu plus ou un peu moins selon leur situation réelle. Ici, Reddy vise plutôt cette égalité euh, substantielle. Alors, pourquoi est-ce que Reddy a été créé au départ? C'est pas du tout un outil qui est tombé du ciel, on va dire, hein, qui a été imposé, même si ici, dans le cadre de l'année, enfin des subventions de l'État fédéral du gouvernement précédent, donc les deux années consécutives, 2023 et 2024, là, il y a eu une subvention qui a été liée à l'utilisation de l'outil Reddy. Mais au départ, c'est plutôt suite au budget de référence, toute une série de CPS. Il y en a eu finalement 45 en Flandre qui se sont joints au projet. Il n'y en avait pas en Wallonie ni à Bruxelles, qui ont demandé un outil au CBUT pour utiliser les budgets de référence et voir l'impact que ça pouvait donner sur des situations réelles. Et donc, ces CPS souhaitaient un outil de diagnostic des besoins financiers qui se base donc sur les budgets de référence. Alors, qu'est-ce que sont les budgets de référence? En fait, c'est toute une série de paniers de biens et services qui permettent de répondre à la question de quelle somme une famille a-t-elle besoin pour payer les dépenses minimales nécessaires à sa participation à la société. Alors, les paniers, je vais les citer. Vous verrez que c'est assez diversifié et que ça ne prend pas en compte que les besoins de la base de la pyramide de Maslow, on va dire, hein, que les besoins en termes de logement, de soins de santé, de nourriture, mais que ça inclut d'autres besoins sociaux. Ça reste une limite inférieure. Hein, donc, ce ne sont pas. Les budgets peuvent paraître importants, mais quand on les décompose dépense par dépense, ça reste très limitant. Si je prends par exemple le budget loisirs, qui semble toujours assez élevé aux travailleurs sociaux, bah, dans les faits, quand on observe, il prend en compte je pense que c'est 2 verres, si ma mémoire est bonne, par mois à l'extérieur du domicile. Il prend en compte le fait de pouvoir aller passer, je pense, que c'est 4 nuits, soit à la côte belge, soit dans les Ardennes en camping. Donc ça reste des dépenses très très mesurées, mais ça fait tout de suite gonfler un ménage, un budget, pardon. Ils prennent en compte, je crois que c'est 4 tickets de cinéma par an. Donc voilà, ils prennent en compte des budgets de sport qui sont assez limités parce que le budget de référence considère que, à part pour les enfants et les adolescents, mais pour les adultes, le jogging est quelque chose de suffisant pour se maintenir en forme et la marche à pied et je pense que c'est 2 sorties par mois à la piscine. Donc voilà, donc forcément pour le jogging et pour la course à pied, il n'y a pas de frais d'abonnement, etc. Pour la piscine, il y a les coûts de 2 entrées à la piscine par mois. Donc c'est des budgets qui restent très très limités malgré tout en termes budgétaires. En termes d'autres produits, alimentation, etc., ils sont basés aussi sur des tarifs de base mais qui respectent les besoins diététiques d'une personne adulte comme d'un enfant, etc. Alors, les budgets de référence sont distincts selon les régions. Donc, il y a un budget spécifique pour la Flandre, pour Bruxelles, pour la Wallonie. Alors, quand je dis un budget, c'est des budgets standardisés, mais malgré tout par type de configuration familiale. Il y en a une douzaine. Là, je reste sur les budgets de référence, hein, je ne suis pas encore dans l'outil Ready. Ils sont ajustés, comme je vous le disais, 2 fois par an en fonction de l'indice des prix, et c'est un indice des prix qui est lié à des paniers spécifiques de l'index général. Et donc, comme je vous le disais, tous les 5 ans, ils sont remis en question par rapport à l'évolution des besoins sociétaux. Alors, ces budgets de référence, donc comme je vous le disais, ils prennent en compte 11 paniers. Donc, comme vous les voyez ici, ils sont symbolisés par des petites icônes. Donc, il y a forcément le budget alimentation, il y a le budget santé, qui est un budget de base, hein, qui prend en compte exclusivement une
dépenses occasionnelles chez le médecin, quelques médicaments de base comme de l'ibuprofène, etc., mais qui ne prend pas en compte des maladies spécifiques. Il y a un budget hygiène quotidienne, il y a un budget pour les vêtements, l'habillement, il y a un budget pour le repos, il y a un budget pour les loisirs, il y a un budget pour que les enfants puissent grandir en toute quiétude, en toute sécurité. Il y a un budget pour les relations sociales, il y a un budget pour les déplacements, il y a un budget pour la sécurité et il y a un budget forcément pour le logement. Donc pour une pleine participation à la société, mais en considérant que la personne est en bonne santé et qu'elle est autonome, donc capable de mener ses propres choix de façon réfléchie et rigoureuse. Alors, il y a des conditions individuelles de base dans les budgets de référence, c'est qu'on postule que les personnes sont en bonne santé et, comme je vous le disais, qu'elles sont compétentes et bien informées. Alors, ça, c'est donc pour les budgets de référence. Pour le programme Ready, on peut évidemment adapter compétentes et non et bien informées. Là, forcément, que si les personnes ont des problèmes de santé mentale, il est difficile d'adapter les budgets. Par contre, pour ce qui est de la santé, les budgets de référence peuvent être adaptés à la situation réelle. Donc, si une personne a tout à coup une dépense imprévue de santé comme une hospitalisation, qu'elle n'a pas d'assurance hospitalisation parce qu'elle n'a pas les moyens d'en payer une, on peut adapter les budgets de référence et étaler une dépense d'hospitalisation, mais on peut aussi, si la personne a une maladie chronique, tenir compte des coûts spécifiques de son diabète, par exemple. Alors, il y a d'autres conditions plus liées là à la situation sociale qui sont des postulats de base. C'est d'une part que les institutions sont accessibles, et quand on dit accessible, ça veut dire institutions et autres d'ailleurs, commerces, etc., sans besoin d'un véhicule personnel. Donc, les budgets de référence prennent en compte les coûts des transports publics, d'un vélo, euh, et également de quelques déplacements par un système de voiture partagée. Donc, si ma mémoire est bonne, c'est une demi-journée en voiture partagée par mois et une journée complète par an en plus pour rendre visite quelque part à de la famille qui serait éloignée en Ardennes ou en Flandre, mais à une distance qui ne permet pas d'être rejointe une fois par mois. Le budget un déplacement, une demi-journée par mois est plutôt lié, lui, à des achats importants qui nécessitent un déplacement avec un véhicule et pas avec un vélo ou par les transports publics. Et donc, les budgets de référence considèrent aussi que le logement est de qualité. Ça veut dire que c'est pas une passoire énergétique et donc on peut se fier au coût moyen d'un logement dans la région. Mais donc, il n'y aura pas des surcoûts excessifs en termes d'énergie, par exemple. Donc, on voit que l'outil n'est pas nécessairement fait non plus pour des personnes en situation de précarité et il doit être adapté aux situations réelles. Euh, donc, Stéphanie, il n'y a pas de question. OK. Euh, alors, qu'est-ce que ça donne une fois qu'on les applique? Là, je vous donne les budgets en mai 2024 en euros. Euh, il y a pour quatre types de familles différentes, hein, quatre types de ménages différents, on ne les a pas tous repris, pour les trois régions du pays, et selon deux types de modalités, parce que ça c'est important à prendre en compte, soit si les personnes sont dans un logement social, soit si elles se logent sur le marché locatif privé. Et donc vous voyez, ben, si je prends tout en haut à gauche une personne seule, qui vit à Bruxelles, ben, si elle est en logement social, le budget de référence est de 1247 euros. Et si elle est sur le marché locatif privé, de 1690 euros. Si on prend, pour prendre un autre exemple, ben, deux personnes âgées, donc retraitées, euh, vivant en Wallonie, donc c'est la case tout en bas à droite, eh bien, dans ce cas-là, les budgets de référence aboutissent à un montant de 1838 euros si elles vivent en logement social et de 2057 euros si elles sont logées sur le marché locatif privé. Voilà, d'ailleurs, on a fait récemment des évaluations et il s'avère que les budgets de référence sont au-dessus
des minima sociaux pour les cas où la personne se loge sur le marché locatif privé, mais dans un certain nombre de cas de figure où la personne est en logement social, ben, ils aboutissent à des montants inférieurs au minimum, comme le revenu d'intégration. Donc ça, comme je vous le disais, ce sont les budgets de référence standards. Maintenant, l'Oudi Ready, lui, permet beaucoup plus d'adaptation à la situation, aux situations individuelles. Donc d'abord, qu'est-ce que signifie Ready? Ben, ça, c'est un acronyme pour budget de référence pour une vie digne. Euh, En néerlandais, c'est REMI, Referentie Budgetten voor een menswaardig inkomen. Donc voilà, c'était une adaptation francophone, pardon, d'où les sites Ready Remi notamment. Comme je vous le disais, c'est un outil en ligne, donc c'est une application web, c'est pas une application à installer, euh, qui se veut autant que possible, enfin la plus objective possible, sur base de toute une série de mesures, de discussions avec des experts, etc. Et qui est relativement standardisé à partir du moment où on prend en considération des situations similaires. Donc, qui analyse les besoins financiers d'un ménage sur la base des budgets de référence, euh, qui mesure si les rentrées d'un ménage euh, répondent aux dépenses minimales nécessaires pour une vie digne, et qui facilite donc une aide sociale plus égalitaire avec moins de différences arbitraires au sein des CPAS et entre eux, même si forcément il y a une autonomie communale et donc ça ne, ça ne standardise, ça ne minimise pas, ça n'annule pas toutes les différences spécifiques. Alors ça donne un aperçu uniforme et structuré. euh, que ce soit du négatif ou du positif, hein, parce qu'on peut faire un calcul au départ de Ready et puis se rendre compte que la personne a tout à fait de quoi vivre, de quoi mener une vie digne d'après les budgets de référence. Mais donc, on se base sur les dépenses fixes de la personne, sur l'argent pour vivre au quotidien, sur ce qu'elle peut mettre de côté pour le futur, et puis sur toute une série de dépenses extraordinaires qui peuvent arriver. Mais ça, je vous montrerai plus en détail dans l'outil lui-même. Alors l'outil Ready, lui, donc comme je vous le disais, il s'adapte aux situations de la vie réelle. Donc il y a les budgets de référence théoriques qui, comme je vous le disais, sont pour des familles hypothétiques avec un loyer médian pris en compte, régional. Hein, donc on imagine les variations entre des communes de la région d'Arlon ou de la périphérie bruxelloise, et puis des communes de la banlieue industrielle, du sillon industriel. Les loyers médians sont forcément un outil encore très brut pour les budgets de référence. Ils doivent vraiment être adaptés pour Ready. Euh, il n'y a pas de prise en compte des frais de maladie, comme je vous le disais, pas de voiture personnelle et des logements de qualité qui sont pris en compte, qui sont considérés. Avec Ready, on peut s'adapter aux situations de la vie réelle et donc prendre en compte les dépenses réelles de logement. C'est ainsi que le loyer ou les remboursements d'hypothèques doivent être entrés obligatoirement. Crédit ne permet pas de se baser, parce que là, il y a vraiment des différences beaucoup trop importantes selon les situations de ménage. Ça ne veut pas dire non plus que ça ne peut pas être plafonné. Admettons quelqu'un qui viendrait demander une aide financière supplémentaire, mais qui vivrait dans une villa avec des traites de 2 000 euros, ben, forcément que vous allez sans doute considérer que c'est pas raisonnable de demander une aide financière supplémentaire. Donc vous pouvez tout à fait plafonner le montant, mais a priori, vous devez rentrer un montant. Vous ne pouvez pas vous baser sur les loyers médians régionaux, mais vous pouvez aussi entrer des dépenses réelles, que ce soit pour le chauffage, hein, pour l'énergie ou pour l'eau, donc chauffage, électricité et eau. Euh, on prend en compte, enfin, Reddy prend en compte aussi les frais nécessaires pour en cas de maladie, mais aussi pour la garde des enfants, les frais de voiture personnelle s'ils sont considérés comme étant indispensables, et ça c'est aussi, ça fait partie des choix politiques des CPAS. Et un certain nombre d'autres dépenses sont modifiables. Alors, toutes ne le sont pas. Par exemple, le budget alimentation ne peut pas être modifié. Si jamais il y a besoin d'un régime spécifique, ben, il y a tout à fait moyen de l'adapter en le mettant, par exemple, dans des frais spécifiques liés à la santé, mais euh, forcément que le coût
de l'alimentation là, est basée sur des besoins énergétiques pour les adultes, pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants. Ça a été fait par des diététiciens, etc. Donc il n'y a absolument aucune raison de commencer à aller chipoter dans les dépenses pour l'alimentation. De même, c'est l'occasion d'en parler, mais Ready est un outil qui permet d'abord de faire un diagnostic et puis après de déterminer un budget. Ben, ce qui est bienvenu, c'est de considérer le diagnostic comme étant une étape préalable. Donc, si Ready est utilisé, par exemple, pour des personnes qui sont sans domicile fixe, ben, de considérer comme, malgré tout, dans le diagnostic, qu'elles ont droit à un logement et de prendre en compte un coût de logement. Ça ne veut pas dire après qu'au moment de la budgétisation, ben, on ne peut pas retirer le logement, vu qu'elles n'en ont pas. Voilà. De même, il y a moyen d'adapter l'outil Ready à des gens qui sont en maison de repos où il y a des budgets forfaitaires. Euh, voilà. Je vais, pour la démonstration de l'outil, prendre un cas fictif, hein, alors j'ai mis qu'elle est mariée, mais là ce sera plutôt une dame qui vit seule, avec un enfant en bas âge, et donc avec qui elle vit la plupart du temps, donc elle a l'hébergement principal. Elle travaille à temps partiel en tant que soignante et elle a besoin de sa propre voiture et d'une garde d'enfant en dehors de l'école, vu qu'elle fait les pauses. Alors, je vais ressortir du partage. Voilà, pour vous partager un autre écran. Euh, j'ai oublié de sortir de l'application. Voilà, donc quand vous rentrez dans l'application Ready, ah oui, il faut que je partage mon écran. Voilà. Là, je pense que donc vous visualisez tous. Donc, j'ai deux possibilités pour me connecter. Euh, En fait, vu qu'il y a des données quand même assez sensibles, hein, vous demandez, les travailleurs demandent des informations sur des dépenses de santé, notamment, etc. Il faut que ce soit absolument sécurisé. Donc, il n'était pas question d'utiliser des identifiants avec des mots de passe. Ça ne présente pas suffisamment de fiabilité au niveau de la connexion. Et puis, les identifiants et les mots de passe peuvent éventuellement même si c'est pas recommandé, mais on sait bien comment ça va, ça peut se prêter, etc. Et donc, il s'agissait d'être sûr que chaque personne se connecte avec ces données, se connecte de façon individuelle. Alors, ça n'a pas nécessairement plu à tous les travailleurs, ça pose aussi quelques questions pour certains cas spécifiques, notamment des travailleurs français dans des CPS frontaliers. Mais c'était la seule possibilité, donc ça passe par le système BOSA de l'État fédéral, hein. Donc c'est pas une connexion qui se fait par l'application Ready elle-même, ça utilise les outils fédéraux. Donc il y a deux possibilités, se connecter via la carte d'identité ou It's Me. Donc que vous cliquez sur l'un ou l'autre, vous aboutissez à cet écran d'identification que vous reconnaissez probablement à peu près tous, hein, pour la déclaration d'impôt, ou quand on est membre d'une association, d'un conseil d'administration, on passe par là. Donc moi, je vais choisir It's Me. Alors, vous voyez que c'est pas non plus obligatoire, hein, de prendre It's Me. Certains travailleurs parfois rechignent, enfin, ne sont pas d'accord avec le fait de partager avec une application développée par des privés. Donc voilà, ça c'est des choix personnels, mais ils ont en tout cas la possibilité d'utiliser euh, leur carte bancaire. Donc voilà, moi sur mon téléphone, ben, je me suis connecté à It's Me et donc l'application Ready euh, me reconnaît. Alors, dans cette application Ready, ben, vous constatez que tout en bas, il est possible de choisir la langue de l'application. Euh, Tout en haut à droite, vous avez mon profil. Et donc, moi, ben, je pourrais me mettre sur Wallonie ou Bruxelles. Évidemment que dans les CPS, ben là, ils sont liés à une des applications spécifiques. Et vous voyez qu'il y a des rôles différents aussi
pour les assistants sociaux, les chefs de département, voire le personnel IT, pour éviter, euh, enfin avec des droits différents forcément, hein. Les administrateurs ont plus de possibilités que les travailleurs sociaux. Il était prévu que les cas les cas individuels puissent se transférer d'un CPS à l'autre en cas de déménagement. Il est prévu aussi que les IT puissent sortir des logs, des fichiers logs en cas de problème. Voilà. Euh, donc là, on est sur l'écran démarrer. Que dire de plus? Vous voyez qu'il y a toute une série de liens qui sont des liens vers de la documentation. Je ne vais pas les ouvrir, mais ça ouvre vers je pense que c'est. Enfin, on peut en faire un malgré tout. Le guide des produits, par exemple. Oui, évidemment. Voilà. Euh, alors, attendez, parce que je n'ai pas un accès facile à ma barre des tâches. Je ne sais pas pourquoi il y a une erreur, mais enfin, ce n'est pas le plus important ici, de toute façon. Et il y a les dossiers. Donc ça, ce sont tous les dossiers créés. Vous voyez qu'ici, il s'agit de dossiers fictifs. Euh, il y a tout en haut à droite la possibilité de créer des nouveaux dossiers ou d'être en mode simulation. Le mode simulation est pratique pour les travailleurs sociaux pour s'exercer sans créer des dossiers fictifs et faire du bruit après, ou pour ceux qui doivent justifier à l'État fédéral, comme c'était le cas précédemment, mais on verra ce qu'il advient. Ben voilà. En tout cas, avec le mode simulation, ça ne donne pas accès à toutes les mêmes possibilités, mais au moins ça permet de faire des tests qui ne sont pas enregistrés, qui disparaissent après. Donc il y a la possibilité donc de créer aussi de nouveaux dossiers réels. Donc vous voyez que ce sont les mêmes menus ici, nouveaux dossiers, nouvelle simulation. Il y a moyen aussi d'aller chercher des dossiers existants. Donc ben, en principe, je vois qu'il y a une Amanda Dupont, ben, je peux tout à fait aller la rechercher. Donc plutôt que quand on a un listing de plusieurs centaines de personnes, ben, il y a moyen d'aller chercher, suivant différents critères, les personnes. Donc, si par contre, moi, je crée un nouveau dossier, le programme va me demander d'abord des données personnelles du demandeur, donc principal. Ensuite, il y a toute une série de d'autres choses qui seront demandées, mais vous n'y avez pas accès tant que les infos ne sont pas, les infos d'identification ne sont pas encodées. Alors, je ne sais pas si ça réduit, mais moi, je vois que si je ne réduis pas, ça réduit un peu ou pas? Non. C'est mieux si tu fais l'écran total. Je vais essayer quand même de refaire l'écran total parce que, voilà, mais en fait, j'ai le fait que je partage une fenêtre qui se met juste à l'endroit où j'ai mes liens, mes onglets. Euh, donc, le numéro d'identifiant national est obligatoire. Ici, vu qu'il s'agit d'un cas fictif, ben, je suis obligé d'aller le créer. Donc, si je prends ben, une personne qui est née en 1982, en janvier le 17, et qui est donc une femme, j'ai fait Enter simplement et j'obtiens un numéro. Donc ça, c'est pour non, en principe, donc les travailleurs sociaux ont l'identifiant, le numéro de registre national des personnes, hein. Ici, c'est parce que j'invente un cas, évidemment. Donc, ben, il s'agit de Catherine Moret. Sa date de naissance, donc c'était le 17 janvier 1982. C'est une femme. Et une fois que c'est encodé, vous voyez qu'ici en bas, à droite, je peux passer sur le revenu. Et vous voyez que je passe donc sur euh, le deuxième écran. Le troisième n'est toujours pas accessible. Le premier, oui, hein, je peux évidemment revenir en arrière sur données personnelles, tout en bas à gauche. Je ne sais pas s'il y a un décalage temporel, si tout s'affiche à peu près. Non, ça va. Alors, ici, mettons qu'elle a 1760 € par mois et un pécule de vacances annuel. Donc, je dois choisir ici la période. Euh,
en revenu, elle a des allocations familiales à hauteur de 200 euros par mois pour sa fille Marie, et elle a une pension alimentaire de 225 euros par mois. Alors, c'est le cas qui m'a été communiqué, mais un peu tardivement. Euh, mais j'espère que ce ne sera pas trop élevé, sinon on remodifiera. Euh, et on va imaginer qu'elle n'a pas d'autres revenus, donc elle ne reçoit pas euh, un impôt des personnes physiques, mais il est tout à fait possible d'ajouter d'autres types de revenus. Par exemple, ici, vous pouvez donner le nom d'un autre revenu, le montant et la périodicité, si c'est un montant annuel, trimestriel ou mensuel. Il est possible aussi d'ajouter les impôts des personnes physiques si elles doivent repayer ou être remboursées. Alors évidemment, là, je l'ai créé, donc il faut que je le supprime. Voilà, avec la petite corbeille. Peut-être une dernière info, il y a aussi des points d'interrogation à côté de certains euh, champs. C'est par exemple ici pour l'épargne. Euh, le champ épargne, par exemple, on peut imaginer que la personne ait 10 000 euros sur un compte euh, d'épargne. Ça, c'est à titre informatif. Pour en tenir compte, il faudra indiquer que vous souhaitez prendre en compte dans ces revenus 1500, par exemple, revenus de son épargne par année. Ben ça, c'est des choix. En général, il semble que les CPS immobilisent souvent une partie de l'épargne pour ne pas dépouiller complètement les personnes, mais préfèrent néanmoins le prendre en compte au cas où il y aurait une grosse dépense d'hospitalisation, par exemple, pour ne pas considérer que c'est le CPS qui doit la payer si elle arrive de façon subite. Ben voilà, ça peut être un choix d'indiquer que la personne a 10 000 euros sur le côté, mais qu'on en prend en compte 1 500 euros par an. Donc ça sera, dans ce cas-là, déduit de réduit, de réduit, donc c'est 120, 130, quelque chose comme ça, qui seront pris en compte mensuellement comme un revenu. Alors je ne vais pas l'ajouter parce qu'on va finalement se retrouver avec une situation où la personne a des revenus trop élevés pour avoir de l'aide. Je passe ensuite à la composition familiale. Ben, je vous l'ai dit, il n'y a pas d'autres adultes. Par contre, il y a un enfant. Donc, pour le moment, il y a zéro adulte, il y a zéro enfant. On définit un enfant comme ayant moins de 18 ans ou plus de 18 ans, mais ayant toujours droit aux allocations familiales. Ici, si j'ajoute Marie, comme on l'a indiqué, ben, Marie a 10 ans, donc on va considérer qu'elle est née aujourd'hui en 2015, mais en 2015. Qu'elle est euh, à temps plein chez sa maman. Euh, Elle ne reçoit pas d'allocation d'études, elle n'a pas de contrat d'apprentissage à son âge, évidemment, et elle est toujours en enseignement primaire. Alors ça, c'est important, c'est obligatoire, dans la mesure où les frais pris en compte, le coût des études n'est pas le même. En maternelle, forcément, on a juste besoin d'une boîte à tartines. En primaire, on commence à avoir besoin d'un peu de papeterie, etc. Et puis, en secondaire, il y a encore d'autres coûts qui arrivent et qui s'ajoutent progressivement. Ici, je vais considérer qu'il n'y a pas de frais supplémentaires. Alors, les frais supplémentaires, notamment factures d'école, sont interdits, mais dans les faits, on sait que ça existe. Donc, c'est possible avec le programme. Les fournitures scolaires spécifiques ou des frais d'inscription peuvent être ajoutés. Voilà, je vais confirmer ici. Je retourne sur l'écran de la composition familiale et je peux passer à l'écran suivant, logement, vu qu'il n'y a plus, il n'y a pas d'autres enfants, il n'y a pas d'autres adultes euh, dans le ménage. Alors ici, Catherine Moret se base, est locataire, et dès qu'on met locataire, il s'agit de déterminer si c'est un logement privé ou un logement social. Alors elle est dans un logement loué à un privé et ses traites sont de 780 euros par mois. Donc ça, c'est obligatoire de l'indiquer. Par contre, ensuite, pour ce qui est eau, électricité, gaz ou d'autres sources d'énergie,
Ce n'est pas obligatoire. Si ce n'est pas mis, ce sont les niveaux médians régionaux qui sont pris en compte. Donc, vu les changements, les variations, ben, on considère évidemment en général de le prendre en compte. Euh, ce que euh, Voilà, il y a des petites astuces évidemment à remettre à 0,01, etc. pour ne pas qu'ils, si vous ne voulez pas qu'ils prennent en compte les montants standards. Mais ici, il faut considérer en tout cas qu'à partir du moment où on rentre quelque chose à l'eau et électricité ou gaz, tout le reste se met à zéro. Donc il n'y a pas des montants standards pour le mazout, pour le bois qui s'ajoute ou pour le bois qui s'ajouterait. Alors ici, pour l'eau, on est à 42 euros. Bah, même si c'est, je ne sais plus si l'eau c'est bimestriel ou trimestriel, mais on l'a mensualisé. Pour l'électricité, elle en a pour 146 euros par mois, et le gaz pour 298 euros par mois. Donc c'est un logement, voilà. De toute façon, tout ça peut être vérifié aussi à un moment dans le budget pour être sûr qu'il y a pas d'erreur. Alors ici, on arrive aux autres dépenses qui peuvent être ajoutées, qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont des dépenses qui peuvent être spécifiques au ménage. Donc voilà, si la personne a des soucis de santé, mais comme je vous le disais, les coûts d'une utilisation normale des soins de santé sont pris en compte. Donc quelques visites chez le médecin par an, la pharmacie, enfin quelques médicaments, etc. Il y en a plus pour les enfants que pour les adultes. Voilà, mais s'il y a des frais de santé supplémentaires, ben la part en ticket modérateur peut être indiquée. Les autres dépenses extraordinaires non remboursées peuvent être indiquées aussi. Si l'assistance sociale ne sait pas dans quelle catégorie ça tombe, ça n'a pas d'importance. On mettrait même tout là, ben, à partir du moment où la période est correcte, ça s'additionne de la bonne façon. Euh, alors, il est possible aussi d'ajouter ce qui est payé en pension alimentaire. Ici, elle reçoit une pension alimentaire, mais on peut imaginer que la personne en paye une. Les gardes d'enfants dont elle peut avoir besoin. Ici, c'est le cas. Par mois, elle a 45 euros de frais de garde d'enfants. Alors, il se peut qu'il y ait un budget télécom. Par défaut, Reddy prend en compte des montants standardisés assez basiques, mais on peut rentrer aussi un coût de pack combiné ou à la pièce. Donc ici, je vais le laisser libre. Il est possible aussi d'ajouter des coûts d'assurance spécifiques, mais par défaut, il y a des montants qui sont rentrés, qui sont des montants minimaux, pardon. Mais donc, il est tout à fait possible d'indiquer des montants spécifiques ici, d'ajuster au montant réel, hein. Même chose pour taxe provinciale, je pense que là, complètement disparu, oui, c'est ça. Donc, je l'avais fait préciser dans les questions. Les centimes additionnels communaux peuvent être mis ici. Éventuellement, une cotisation syndicale peut être ajoutée là. Et enfin, donc j'en viens au véhicule. On peut tout à fait indiquer, par défaut, la voiture est considérée comme n'étant pas nécessaire, mais on peut tout à fait ajouter qu'un véhicule est nécessaire. Alors ici, je vous ai dit que le véhicule est nécessaire. Et donc, vous voyez que dans ce cas-là, bah, toute une série de coûts euh, peuvent être ajoutés concernant le véhicule. Je pense que si on n'ajoute rien, à partir du moment où on a mis oui, il y a des coûts standardisés qui s'additionnent. Mais on peut tout à fait aller le vérifier euh, ici. Sinon, vous voyez qu'il y a moyen euh, de l'ajouter, y compris des frais d'amortissement. Et là aussi, ça peut être des décisions du CPS de rembourser certains frais et pas d'autres en considérant ce qui est légitime, si la personne a une voiture déjà ou s'il y a besoin qu'elle ait une voiture pour pouvoir accéder à un emploi. Euh, voilà. Donc si ici j'indique en moyenne, mettons qu'elle ait une voiture vraiment ancienne et qu'il n'y ait pas trop de frais d'entretien, bah 50 euros par mois, c'est quand même un minimum. Qu'elle ait 100 euros de carburant
par mois aussi. L'assurance, on est peut-être à une hauteur de 40 euros par mois, de 480 par an. L'inspection technique, c'est 60 euros, à peu de choses près par an, si je ne me trompe. Et la taxe de circulation, ça doit être aussi 400 par an. Vous voyez que je peux choisir la périodicité. L'assurance, je l'ai mensualisée. La taxe de circulation annualisée, bon, ce serait plus logique de respecter les coûts plutôt que faire des calculs soi-même, hein. Ici, je prends un petit peu de liberté, mais ce serait plus logique d'aller mettre 480 par an que de commencer à faire des divisions et de risquer des erreurs. Euh, on peut considérer qu'elle n'a pas de dette, mais on peut aussi, de la même façon que pour les revenus, hein, l'épargne, ajouter une dette avec un montant total qui ne sera pas pris en compte si on ne fait que ceci, et puis ajouter un plan de paiement et donc un montant à faire prendre en compte par Reddy par mois. Et là, vous vous rendez bien compte aussi que c'est tout à fait lié à des choix politiques. On peut tout à fait considérer qu'une dette qui est liée à un crédit à la consommation pris de façon un peu légère ne soit pas prise en compte dans le programme, parce que sinon le programme rembourse simplement la dette, mais que là aussi, à l'inverse, que la personne n'ait pas les moyens de prendre une assurance hospitalisation et se retrouve avec une dette d'hôpital et que le CPS décide de la prendre en compte pour ne pas la noyer sous les dépenses. Vous voyez, donc ce sont des choix là qui sont faits, mais Reddy, comme je vous l'indique, n'impose pas quelque chose. Alors ici, comment... ah oui, il faut que je revienne à dépenses. Voilà. Euh, on en arrive donc ensuite à l'aperçu. Et vous voyez qu'on a quelque chose d'assez minimaliste ici qui reprend les données personnelles et que je vais sauvegarder. À partir du moment où je l'ai sauvegardé, je peux télécharger en PDF. Je ne pense pas que j'ai le PDF à l'écran, non, hein. Je vais vous repartager un autre écran et je vais d'ailleurs plutôt partager, voilà, directement mon écran. Est-ce que c'est bon? Tu dois partager le document, c'est un PDF, tu peux pas partager. Toujours pas? Non. Voilà. Là, vous voyez donc que le PDF reprend les données qui ont été encodées, euh, à savoir donc les informations, et vous n'avez ne sont remplies que les informations que le travailleur a encodées. Là où la personne n'a rien encodé, il y a simplement rien. Et donc vous avez aussi tout en haut à droite la date et l'heure à laquelle ça a été rempli. Je repartage. euh, Non, je mets partager l'écran, ce n'est pas ça. Je vais partager donc, voilà. Je pense que là c'est bon. Euh, une fois que euh, qu'on a fait ces démarches-ci, donc comme je vous le disais tout à l'heure, et le diagnostic de la situation, j'en arrive au budget mensuel. Et donc là, je vais, vous voyez tout en bas à gauche, créer un nouveau budget mensuel que m'indique le budget. Eh bien que le revenu de la personne est de 2272,50, que Reddy considère qu'elle a des besoins pour 2817,61 € et donc elle a un solde négatif de 545 euros. Donc Reddy conseille de ce montant comme montant de l'aide financière supplémentaire. Mais vous voyez que le budget se décompose en plusieurs parties. Donc les dépenses fixes, l'argent pour vivre, l'épargne pour les dépenses futures et les dépenses extraordinaires, avec des montants qui sont ceux qui ont été encodés par le travailleur. On a ici 1280, ce sont les dépenses fixes. Les dépenses réelles seraient de 1311. Il y a une différence parce que Reddy va chercher
euh, en fait, la différence est ici. Ce qui est réglé dans le budget, c'est 1432 parce que Reddy panache entre les deux colonnes, donc entre des budgets standards et des budgets encodés. Donc, si je vais plus dans le détail, vous pouvez constater en fait que euh, les dépenses des budgets de référence sont standardisées, donc sont de 28,32 € pour l'assurance incendie, mais que nous n'avons pas rempli de montant pour l'assurance incendie, donc le programme choisit le montant du budget standard. Par contre, pour les loyers, Reddy considère que le loyer moyen est de 990,99 €. Euh, et donc, je vérifie. Et donc ici, on a 780 €. Ben, Reddy va chercher les 780 €. Il n'a pas de raison d'aller chercher les 990 €. Euh, Pour les fournisseurs gaz, etc., on est à 486, alors que dans le budget référence, on a des montants qui sont vraiment beaucoup, beaucoup plus faibles. Je vais prendre un Will Panache. Euh, on n'en a pas ici. Donc on arrive, les budgets de référence prennent 1280 €. Les dépenses encodées sont de 1311, mais comme il va chercher dans les deux colonnes, on est à 1432,93. Alors ça, c'était donc les dépenses fixes. Si je prends l'argent pour vivre, ben, les dépenses d'alimentation sont de 366. Là, ben, je n'ai rien encodé, on n'encode absolument rien, vu que là, on prend des dépenses standardisées liées à la situation du ménage. Les provisions pour le futur, on est à 102 euros. Nous n'avons rien encodé, il prend 102 euros. Euh, alors, c'est un choix aussi là, des CPS. Certains CPS, des SI, préfèrent ne rien mettre dans cette colonne et donc de tout mettre à zéro ou de retirer 102,65 € en considérant que bah, si la personne reste très longtemps bénéficiaire, bah, peut-être qu'ils seront amenés à l'aider à payer certains gros frais, mais qu'ils ne payent pas par défaut un montant pour qu'elle fasse de l'épargne. Et vous voyez que dans ces provisions pour le futur, ben aussi des frais, il y a 20 € considérés pour la maison, pour la remettre à neuf, mais c'est mensualisé, donc on arrive à des montants assez faibles forcément. Mais c'est remplacé, les tentures, une fois tous les 10 ans ou quelque chose comme ça. Les dépenses extraordinaires, voilà, ben là on a le véhicule, mais forcément que si on n'avait pas le véhicule, on serait à une situation beaucoup plus faible. Ici, on considère que c'est une travailleuse qui fait les pauses et que donc il ne peut pas se déplacer en transport en commun parce qu'il n'y a pas de bus aux horaires ou pour la distance. Euh, je vais revenir quand même ici, mais je ne vois pas. Oui, on n'a pas dans la simulation, mais en fait, dans certaines choses comme ici, avec les cotisations, il se peut qu'un montant soit encodé pour juste la cotisation mutuelle et qui soit différent, mais qu'en fait, on ait ici un montant de 33 parce qu'il est allé chercher la cotisation mutuelle, mais il a pris en compte ici une assurance hospitalisation de base, et donc qu'il aboutisse à un montant qui soit un mélange des deux. Donc, quand on a ces montants-là, on peut sauvegarder, lui donner un nom, et donc ce qu'on conseille, bah, c'est par exemple de mettre une astérisque si c'est le budget qui sera utilisé réellement, les initiales du travailleur social, et par exemple euh, le mois et l'année, ou un autre code, et de confirmer. À partir de ce moment, il apparaît dans les... enfin, il est téléchargé, et donc je vais à nouveau arrêter le partage. Voilà. Et comme ça, je peux vous montrer rapidement, comme on arrive tout doucement et qu'il nous reste quelques slides. Le budget, ben, vous avez un récap ici PDF euh, de ce que je viens de vous montrer à l'écran. Donc, aussi bien ce qui est pris en compte dans les budgets de référence, ce qui est pris en compte dans les dépenses réelles des ménages et ce qui est réglé dans le budget. Donc, vous voyez que on a ici le total. On a de la même façon la date et l'heure. Et puis à la fin, on a aussi quelques infos complémentaires euh, spécifiques. Voilà, alors je vais revenir rapidement. euh, alors, je pense que c'était le slide ici. Est-ce que c'est bon?
Ok, il faut que je le reprenne aussi. Euh, Voilà, donc comme je vous l'ai indiqué, ben, Ready, c'est un point de départ pour l'aide sociale. Donc ça permet de faire un diagnostic équitable des besoins financiers tout en personnalisant. Ça permet de motiver ensuite la décision auprès du CSSS ou du CAS, selon que le CPAS est un CSSS ou pas. Et puis ça permet aussi forcément après de faire remonter des informations sur des manques éventuels, par exemple des personnes qui seraient très nombreuses à être dans des crèches privées et sans avoir de place possible qui coûterait moins cher en institution publique, par exemple. Enfin, ça peut être des choix. Euh, il peut être en version autonome ou intégré dans un logiciel. Alors, je crois que ce n'est toujours pas le cas dans Sociabili, mais dans d'autres outils en Flandre ou à Bruxelles, ça existe déjà, qui sont intégrés. La connexion, je vous l'ai indiqué, je ne vais pas m'attarder sur ces aspects-là. Donc, comme vous le savez, ben là, la subvention de l'État fédéral est terminée. Donc, l'accès à Ready se terminera au 30 avril. Au-delà de ça, ben, c'est un renouvellement qui doit se faire sur base volontaire et payante au CEBUD. Vous recevrez un courrier ou un courriel à ce sujet. Donc, soit il est déjà parti aujourd'hui, soit il vous arrivera demain, avec un prix de licence qui dépend à la fois du nombre de CPS participants et aussi de la taille de chacun des CPAS. Ça, c'est donc pour les détails pratiques. À moins que le gouvernement aille très vite pour prolonger, parce qu'ils ont indiqué qu'ils souhaitaient prolonger Ready, mais l'auditer. Donc, on espère que l'outil ne sera pas vidé de sa substance, à savoir les budgets de référence, évidemment. Mais bon, ça, c'est une décision qui nous dépasse. Euh, alors, l'importance, je vous le disais, d'un cadre des conventions. Donc, le cadre des conventions, c'est ce qui permet de mettre en œuvre Ready et notamment de déterminer quel groupe est ciblé par Ready, à quel groupe vous l'appliquez, quels revenus sont introduits et quels revenus ne sont pas introduits. Vous voyez quel moyen de personnaliser, quelles dépenses sont introduites ou non, quel soutien financier est accordé en cas de solde négatif. Je vous l'ai indiqué, hein, les CPS peuvent décider de ne pas prendre en compte l'épargne. Je prends ça parce que c'est le cas le plus courant. C'est pas pour vous inciter à faire comme ça, mais voilà, il y a d'autres choses qui parfois véhicule par véhicule, selon qu'on est une ville, selon qu'on est, enfin voilà, ça peut, ou une commune rurale, les politiques sont différentes. Et en tout cas, c'est l'occasion de revoir si toutes ces décisions ont été prises en compte. Donc le cadre des accords, le CEBUD en fournit un en français évidemment, avec toutes les questions à se poser, ce que le CEBUD recommande et ce que les CPS appliquent généralement, et donc à vous après de choisir et de déterminer vos propres choix. Alors, par rapport à Ready, il y a du matériel didactique qui est disponible sur le site remiredi.be, donc notamment le cadre théorique des budgets de référence, hein, qui explique le détail des paniers et des prix, le guide de l'utilisateur, le guide Polytea que chaque CPS a reçu en version papier l'an dernier, le guide des produits, le cadre des conventions, des vidéos explicatives, celle-ci en fera partie, une foire aux questions, le calendrier de formation, mais qui est désactivé forcément pour le moment, vu que tout est en stand-by. Donc voilà, tout est absolument transparent. Il est possible d'aller consulter comment ont été créés les paniers, comment ont été déterminés les prix, euh, etc. Alors, peut-être rapidement, pour ne pas vous retenir trop longtemps, parce qu'on arrive à la fin et laisser un peu de la place aux questions, même si on va un tout petit peu déborder. Les premiers enseignements, donc le SPP Intégration sociale a financé une étude qui évaluait Ready, euh, et donc qui a été menée par la KUL et par l'UCL après 10 mois de projet pilote. Ça a été mis, l'accent a été mis sur l'harmonisation entre les CPS et les constats, c'est que notamment le caractère incertain et temporaire des financements ont empêché beaucoup de CPS de faire une mise en œuvre qui soit totalement pleine et entière parce qu'il y avait une crainte de devoir supprimer l'aide à la fin de la période d'essai et donc de laisser des ménages dans l'embarras après leur avoir fourni de l'aide. Donc ça posait quand même un vrai problème. Néanmoins, il y a eu un meilleur soutien pour les ayants droit, donc les montants ont été souvent rehaussés, pas à la hauteur des budgets de référence, ils ont souvent été amputés, mais il y a quand même eu un meilleur soutien. Euh,
Et donc, par contre, il y a une charge administrative supplémentaire qui était assez importante, et notamment pour la justification de la subvention auprès du SPP Intégration sociale. Alors, il y a également une évaluation interne qui a été menée via les questions qui ont été posées au service d'assistance. Et donc, c'est le fait que, d'une part, le soutien Ready, enfin, Ready a été trop souvent perçu comme étant un outil de calcul et pas comme un outil de soutien à l'aide sociale. Que par contre, il a permis justement de mieux standardiser à l'intérieur des CPS les cadres des conventions et donc d'harmoniser la politique entre travailleurs sociaux, donc d'avoir moins de variabilité entre travailleurs sociaux, entre certains qui accordent certaines aides et d'autres pas, voilà, selon les sensibilités individuelles, et donc d'objectiver des mesures de diagnostic plutôt que de suivre des logiques de procédure. Voilà, alors peut-être juste quelques topos par rapport à l'outil Ready. Mais les grands points, c'est que donc ça permet d'objectiver le diagnostic, d'assurer une meilleure harmonisation, surtout au sein des CPS à court terme. Ça pourrait assurer une meilleure harmonisation entre CPS à moyen terme, notamment si des accords supralocaux sont conclus entre CPS, peut-être entre, j'ai oublié le terme, cluster de CPS. Euh, voilà, il y a une facilitation de l'accompagnement des ayants droit. En termes de recommandations politiques, nous, qu'on a tendance à mettre en valeur, ben, le droit à une vie digne est un droit fondamental qui relève forcément de tous les niveaux politiques et pas uniquement du niveau communal. Ce serait important qu'il y ait une réduction structurelle de la pauvreté au niveau régional et fédéral par la réduction des dépenses, notamment des logements plus abordables, des dépenses d'éducation, de garde d'enfants, plus accessible et l'augmentation structurelle des allocations minimales et des salaires minimaux, parce que ce que permet Reddy aussi, c'est de comparer les besoins réels en fonction oui, donc de besoins réels des personnes par rapport à des logiques euh, de droits standardisés, hein, de droits comme le revenu d'intégration, qui prennent d'autres points de départ pour être déterminés. Ben forcément, il y a seulement la réduction structurelle de la pauvreté qui limitera l'afflux dans les CPS euh, et qui garantit la faisabilité et la viabilité via Ready notamment. Et donc, il y a nécessité d'une subvention supralocale sur et à long terme de l'aide financière supplémentaire envers les CPS de façon à pouvoir faire des accorder des aides sans cette épée de Damoclès de la suppression des aides. Donc voilà les personnes en charge. Donc vous voyez les collaborateurs du CEBUT sur le niveau supérieur et les quatre premières personnes en bas à gauche, et puis l'équipe de soutien du niveau francophone en bas à droite, et les coordonnées. Et donc, je suis désolé d'avoir un petit peu accéléré, mais 1 heure, c'est vraiment très court euh, pour vous montrer tout cela. Voilà, alors je ne sais pas si des questions étaient arrivées ou si tout est clair pour vous. Je reviens à mon écran. Et un partage de l'indexation de revenu d'intégration sociale, le lien là. Oui, Et voilà, sinon pas de question. ok, donc n'hésitez pas à soit réactiver votre micro, je pense que vous pouvez le faire, soit je vois qu'il y a une main levée. Oui, est-ce que c'est moi qui dois vous donner la parole? Je vérifie. Oui, voilà, j'ai autorisé le micro et la caméra si vous le souhaitez. Ah, ah non, c'est vous qui avez coupé le micro. Donc la main levée, est-ce que c'est volontaire? Non, c'était pas volontaire. Oui, moi de mon côté, le micro est activé. Donc c'est de votre côté que vous devez l'activer. Si vous souhaitez, c'est Monsieur Gaspard.
Sinon, envoyez la question par écrit. Ah, est-ce que c'est possible? Je vois que vous ne savez pas activer le micro et moi, je ne peux plus que vous désactiver votre micro. Donc, attendez, je vais le désactiver et puis le réactiver. Autoriser le micro. Mais il se désactive de façon automatique. Mais je vais voir si je... Voilà, j'ai autorisé les micros pour tous les participants. Donc, selon... Là, c'est sur choix individuel. Sinon, Bon, donc... Ah, voilà. voilà, j'ai pu activer mon micro maintenant. Oui. Voilà, tout le monde m'entend, oui? Je Je, suppose. je pense que oui, en tout cas, moi, je vous entends. Voilà, donc la question que je posais, c'est que, voilà, je présente Jean-Paul Gaspard du CPS de Ciney, je suis conseiller. La question que je me posais, c'est que depuis qu'on utilise l'outil Ready, on Oui. s'aperçoit que les budgets sont très, très souvent négatifs par rapport à avant, lorsque la S faisait le budget elle-même, Mhm. les budgets étaient plutôt en positif. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'on est passé d'un budget en positif à régulièrement maintenant un budget en négatif, voire très négatif? On s'est Mhm. aperçu que probablement, je viens de voir le visio, que le budget loisirs et vêtements, par exemple, était relativement récurrent tous les mois. Alors que, est-ce que par équité, par rapport à quelqu'un qui travaille, qui ne sait pas spécialement se payer des vêtements tous les mois ou des loisirs tous les mois, est-ce que l'outil Ready a bien pris tout cela en compte? Alors, à notre sens, oui, les budgets vêtements, je pourrais vous donner, enfin là je ne la connais pas par cœur, je pourrais vous donner les listes de vêtements qui sont considérés comme étant à remplacer chaque année. On n'est que quelque chose comme une veste d'hiver, je ne sais plus si c'est tous les 2 ou 3 ans, quelques t-shirts par an. Enfin voilà, il y a le détail, il est possible de le montrer. Alors, dans les faits, on sait par exemple que les personnes s'habillent beaucoup plus en seconde main, donc ils n'utilisent pas ce budget vêtements-là. Par contre, on sait aussi que le budget alimentation semble toujours très très peu élevé par rapport à aux frais réels. Sinon, de fait, le budget loisir peut paraître élevé, mais là, enfin, en fait, on est vraiment face à quelque chose de compliqué, hein, parce que le budget de référence prend en compte les besoins nécessaires à, à une vie pleine et entière, et donc le fait de pouvoir aussi avoir des relations sociales, donc ne pas être obligé de rester chez soi par manque de moyens. Moi, pour l'avoir relu, réévalué au fur et à mesure, rediscuté aussi avec des associations de lutte contre la pauvreté, avec des groupes de discussion, avec des experts, parce qu'on le passe, enfin, tous les paniers sont passés en revue par des experts. Euh, je prenais l'exemple justement des loisirs parce que, de fait, bah, quand on présente les montants aux personnes en situation de pauvreté, ils disent aussi, mais 2 verres sur un mois, c'est vraiment ridicule. C'est même pas une sortie, ça, 2 verres sur un mois. Un cinéma tous les 2 ou 3 mois, je ne sais plus ce que c'est. Pas de frais pour le sport, si ce n'est 2 entrées à la piscine. Je pense que c'est 2 entrées à la piscine par mois. Alors, voilà, à côté de ça, c'est vrai qu'il y a les 4 jours ou 4 nuits dans un camping qui font monter la note de façon assez importante parce que forcément, si les gens sont dans un camping, il y a des frais de cuisine, mais il y a la possibilité aussi d'aller manger une fois à l'extérieur. Mais par exemple, aussi pour les loisirs, ben, manger à l'extérieur, je pense que c'est un budget de 15 euros par personne et par mois pour aller manger dans un snack, par mois ou tous les 2 mois. Donc autant dire que c'est une friterie. Et il y a un budget par an, je ne sais plus, qui est de l'ordre de 20 euros pour aller pour une occasion supplémentaire. Il y a un budget pour les communions, mais qui est mensualisé aussi pour que les personnes puissent inviter à l'occasion de la communion des enfants, donc une fois tous les 6 ans, en louant une salle paroissiale. Quand on relève les prix des salles paroissiales, ben, s'il y a un prix qui est excessif, hein, qui se monte à 300 ou 400 euros, ben, on ne le prend pas en compte. On ne prend que des tarifs qui sont relativement faibles, mais qui se trouvent à peu près dans toutes les communes. Mais voilà, in fine, quand on ajoute toutes les dépenses nécessaires à une vie digne, on aboutit à des montants qui sont clairement plus élevés que le revenu d'intégration ou d'autres, et donc qui font effectivement monter
Et on est souvent interpellé, enfin moi je l'ai été aussi même dans le cadre privé par des assistants sociaux qui m'ont dit mais quand je compare, moi je n'ai plus qu'une différence de 300 euros avec mon salaire. Et donc oui, donc c'est possible que par rapport à ce que vous fournissiez par le passé, il y a eu la dépense, je ne sais pas si elle a été rendue publique par le SPP Intégration Sociale, mais l'évaluation qui avait été faite par l'UCL et la KUL montrait que dans certains cas de figure, on est assez proche des minima sociaux. Dans d'autres cas de figure, et notamment les familles monoparentales, on est sur des montants nettement plus élevés que ce qui est accordé habituellement. Ce qui fait qu'une fois que l'aide financière supplémentaire est déterminée, ben, finalement, les CPS accordent rarement le montant, le réduisent de façon substantielle, mais pour donner un montant qui est quand même plus élevé que ce qu'ils donnaient par le passé. Mais ça montre aussi que, par exemple, dans le cas de figure des familles monoparentales, en fait, elles sont clairement à risque très élevé de pauvreté. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. En partie, oui. La question essentielle que je me posais, c'est est-ce que il y a dans cet outil Ready une équité possible entre le travailleur, entre guillemets, pauvre, parce qu'il y a des gens qui travaillent et qui ne gagnent pas bien leur vie, malheureusement, Mhm. qui si on a appliqué l'outil Ready, devrait avoir un budget beaucoup plus important. Donc voilà, c'est l'équité qu'il me semble n'est pas toujours possible à faire entre Oui. le travailleur et ici le bénéficiaire du CPS. Oui, mais ça, tout à fait. Enfin, là, clairement, si vous prenez le cas d'un travailleur pauvre, s'il s'adresse au CPS et qui dit, moi, je n'arrive pas à m'en sortir avec mon salaire, et que vous calculez sa situation, vous aboutirez vraisemblablement aussi à un solde négatif et donc à une aide financière supplémentaire à lui accorder. Ok, Et merci. donc, il y a toute une série de personnes qui seront sous les radars parce que, mais ça, comme toujours avec les CPS, hein, les gens s'auto-excluent par honte ou parce qu'ils estiment que, voilà, qu'ils ne doivent pas faire appel à la solidarité ou que leur situation n'est pas si dramatique, etc. Mais de fait, il y a toute une série de personnes qui pourraient bénéficier d'une aide financière supplémentaire, même en travaillant, ça, clairement. C'est bien ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Oui, je vois qu'il y avait une deuxième question de Monsieur Galli. Oui, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Galli, donc nouveau conseiller du CPAS DY. Oui. Mettre à disposition des CPAS et des travailleurs sociaux des outils de ce type-là est certainement intéressant pour harmoniser, pour complémentariser le travail des uns et des autres. Néanmoins, cela pose deux questions selon moi. Je découvre cet outil et cette présentation. Le premier, c'est est-ce que les garanties juridiques ont été prises pour mettre à disposition cet outil, ce réseau, ce réseautage, des conventions, par exemple, qui précisent les engagements des uns ou des autres vis-à-vis de la protection de la vie privée et des informations sur les personnes qui circuleront dans ce réseau-là. En ce compris, une convention peut-être avec l'usager lui-même, l'allocataire qui donne son accord pour que une série de données à caractère privé puisse être utilisée par les uns et les autres en toute confidentialité et dans le respect de la protection de ces données. Deuxièmement, j'imagine que vous avez fait une évaluation, mais tout ce travail sur cet outil prend pas mal de temps. J'imagine que pour faire l'anamnèse complète du dossier, il faut au moins 2 entretiens, sinon ça prend beaucoup de temps. Je me pose la question alors, où est la place du travail social à proprement parler? Et donc, ce sont les deux interrogations qui sont posées à moi. Et la dernière réflexion, est-ce que l'outil n'a pas prévu d'utiliser les flux? Et pour éviter la multiplication des encodages et profiter des flux qui existent, avec le chômage, l'ONEM par exemple, avec les impôts, j'ai vu que les impôts, etc., et que donc qu'il puisse y avoir une coordination avec les différentes bases de données, soit au niveau national ou régional, pour rapatrier dans le dossier des personnes des informations sans que l'assistant social
ou que la personne elle-même passe son temps à raconter sa vie, où elle habite, combien de frères, combien de sœurs, etc., etc. Voilà un peu les 3 interrogations Oui. générales qui se posent à moi. Alors, je vais prendre d'abord la dernière. Le partage des flux, là, je ne me souviens pas. Donc, je vais reposer la question. Je pourrais vous revenir plus tard. Je pense à poser encore d'autres problèmes, hein, notamment aussi en termes par rapport à la banque Carrefour de la Sécurité sociale, etc., l'écart entre le moment où ils sont mis à disposition, etc. Mais il y a sans doute des questions aussi de vie privée, de partage de RGPD, etc., qui se posent, mais je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Par rapport à votre première question, je me souviens on l'a plusieurs fois évoqué. Euh, alors, vous voyez l'outil lui-même. Alors, à ma connaissance, le partage entre CPS n'est pas encore prévu. Euh, le partage à l'intérieur des CPS l'est, mais ça ne change pas en fait par rapport à la situation actuelle où les dossiers sont papier ou autres peuvent être partagés entre les personnes. Et donc en fait l'outil lui-même ne, comment dire, ne crée pas de nouvelles récoltes de données qui soient spécifiques par rapport à ce qui se faisait déjà dans les CPS. Et par ailleurs, le CBUD n'a pas accès aux données, hein, donc ça reste totalement inaccessible. Donc en termes alors, moi, je suis pas spécialiste, enfin, je suis pas spécialiste, je me renseigne régulièrement parce qu'en tant que chercheur, on est aussi soumis souvent à des questions liées au RGPD par rapport à des sondages et des choses comme ça. Mais je n'ai pas traité personnellement la question et donc au niveau technique, je ne peux pas vous répondre vraiment dans le détail. Là, il faudrait renvoyer une question pour avoir les détails techniques, mais je me souviens que la question avait été longuement abordée, y compris avec le SPP intégration sociale, hein, on l'avait fait remonter aussi, mais qu'en termes de données, il n'y avait pas de différence avec les autres prises de notes d'informations. Euh, et alors, l'autre question que vous avez posée, c'était, voilà que ça m'a échappé, j'aurais dû les noter au fur et à mesure. Est-ce Euh, qu'il y a des conventions où les uns et les autres s'engagent sur l'utilisation des données qu'ils encodent? euh, Ou alors, l'autre convention, il y question, a celle de... En fait, il n'y a c'était pas... que ça prend beaucoup de temps. Est-ce que le Oui, oui, temps c'est du ça. travail social à proprement parler est pris en compte? Oui, c'est ça. Alors les conventions, là, il n'y a pas de convention supplémentaire par rapport à celle auquel chaque assistant social s'engage dans sa pratique quotidienne, hein, mais c'est un outil de la même façon qu'il encoderait les données sur du papier. Donc il n'y a pas de raison d'avoir un engagement supplémentaire. Mais par contre, donc par rapport au temps de travail, en fait, le temps de travail, il est vraiment très très variable selon les CPAS et selon le type la quantité de données qui sont encodées. Il y avait eu un partage d'expérience entre CPAS, si ma mémoire est bonne, c'était en octobre ou novembre 2023. Et je me souviens que le CPS de Gand, par exemple, avait une attitude très très minimale dans l'utilisation de Redis, où il n'encodait que le loyer, les données forcément du ménage, hein, et puis que les loyers, je ne suis même pas sûr qu'ils encodaient l'énergie et l'électricité. Donc, dans l'absolu, ça pourrait se limiter à ça. Maintenant, c'est plus intéressant, évidemment, de rentrer aussi d'autres données pour vraiment adapter à la situation réelle de la personne. Mais voyez que ça fait partie aussi des décisions du CPRS. Alors, en termes de charge de travail, je pense qu'il n'y a pas eu d'évaluation. euh, je n'ai pas le souvenir, en tout cas, que dans l'étude de la KUL ou de l'USCL, ils aient pu faire une mesure objective du temps de travail qui était occasionné. Je sais par contre qu'il y a eu un retour, effectivement, je vous en parlais à l'instant, en termes euh, de temps de travail que ça demande euh, et du temps qu'on ne consacre pas aux autres missions du CPS. Par contre, l'avantage, c'est que dans les suivis de long terme, il n'est pas nécessaire de réencoder toutes les données à chaque fois. Donc l'outil peut être utilisé et remis à jour. Là, je ne voulais pas montrer, mais on peut tout à fait retourner dans la situation de la personne et indiquer, ben voilà, ce n'est plus elle qui a la garde principale de l'enfant. On décoche la case, on ressort un diagnostic, on ressort un budget et il est adapté
de façon immédiate. Donc, il permet aussi de ne pas refaire tout le calcul à chaque fois, mais d'avoir cette base-là qui peut être adaptée. Donc, le temps de travail, on ne le fait qu'une fois. Mais donc, comme vous l'avez dit, il y a moyen de... il est utilisé de façon très, très variable selon les CPS, en fait. OK. Bien, ben, un tout grand merci. Oui, je ne peux pas répondre beaucoup plus que ça, malheureusement. Non, non, ça va, hein. L'idée, c'est juste, comme dit, je suis assistant social, j'ai la personne devant moi. Si au moment où elle me parle, moi, je suis occupé avec mon clavier à encoder les bonnes choses dans les bonnes cases, etc., Mhm. on perd quelque chose, je veux dire, dans Oui. la relation. Maintenant, oui, c'est clair que comme tout outil informatique, ça crée aussi une petite distance, mais d'un autre côté, ça peut être déjà l'occasion de discuter de certaines choses, hein. Si elle a un abonnement de télécom de 120 euros, tout de suite, on peut se rendre compte qu'il y a peut-être des formules qui sont moins chères et le travailleur social va peut-être dans l'étape diagnostic indiquer 120 euros et puis dans l'étape de budgétisation le plafonner à 40 euros parce qu'il y a moyen de trouver un triple play dans certaines filiales à bon marché à 40 euros. Donc, Oui, vous oui, voyez, c'est vrai, ça, on le constate souvent. oui. Et donc, le travail social peut se faire de façon aussi continue dès le départ, en fait, dans l'étape de diagnostic aussi. OK. Un tout grand merci. Une Est-ce qu'il y réaction a... dans le chat par écrit de Aurélie Paulet. Oui, j'écoute parce que moi, ça ne s'affiche pas pour le moment. Dans le chat. Oui, mais Je suis le chat ne s'est pas affiché. Bonsoir, je suis désolée, mais je n'ai pas entendu le projet du fédéral par rapport à la continuité de l'utilisation de l'outil de... Ok, on n'a pas d'informations à ce niveau-là. On sait juste, après avoir épluché l'accord du fédéral, qu'il était indiqué qu'il souhaitait poursuivre avec Reddy, mais l'auditer par rapport à la politique actuelle de vérification aussi, si les écarts sont suffisamment importants entre les personnes qui travaillent et les personnes qui bénéficient d'une aide. Donc voilà. Il n'y a pas, à l'heure actuelle, c'est juste indiqué ces quelques lignes, mais je pourrais vous les retrouver, j'ai dû en prendre note quelque part, mais enfin, sinon c'est assez facile à trouver. Mais donc, on n'a absolument pas de détails, on sait juste que l'outil Ready est cité et n'est pas indiqué qu'ils vont le supprimer ou l'annuler, il est mis qu'il sera poursuivi, mais avec un audit. C'est pas trop cette question. Oui. Le CPS continue donc recevoir une aide financière pour le maintien de l'utilisation de l'outil, aide dans la prise en charge de la licence, subside pour les aides. Oui, alors c'est ça, au niveau du financement, comme ça a été jusque-là, les 35 millions par an qui avaient été mis à disposition par le SPP Intégration Sociale, tant que le nouveau gouvernement ne se prononce pas dessus, il y aura rien. Euh, donc là, alors, il y a beaucoup de CPAS qui avaient profité quelque part d'un effet d'aubaine de l'outil Ready pour faire basculer des aides financières supplémentaires qu'ils donnaient déjà en les faisant financer par Ready et puis en dégageant des moyens pour d'autres missions ou d'autres frais. Donc ça va être un retour peut-être à la case départ malheureusement. Mais voilà, là, on n'a pas de... Et sinon, une aide pour la prise en charge de la licence, là, je ne pense pas que ce soit le cas non plus. La licence, donc, je sais qu'il y a une grille tarifaire qui est assez claire de la part du CEBUD et où il y a une variation selon la taille et selon le nombre de CPAS participants. Alors, évidemment, le deuxième aspect n'est pas connu, hein, combien de CPAS vont poursuivre avec la licence. Euh, donc, mais je pense que au départ de l'inscription, après, il y a un contrat qui est fait et que si finalement, il y a trop peu de CPS et que ça fait monter trop haut le prix de la licence, qu'il suffira de ne pas finaliser l'achat, hein, quelque part, de la licence, mais se retirer du projet. Donc voilà, peut-être qu'il faut faire un premier pari et puis pour avoir au moins les données calculées sur base d'un nombre de CPS. Voilà, s'il y a plus... Est-ce qu'il y a encore une autre question? Merci pour votre patience et parce que finalement, ça a pris pas mal de temps aussi, notamment la démonstration de l'outil. Euh,
Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, Merci beaucoup, au revoir. je vous Excusez-moi, souhaite une une bonne dernière soirée. petite Oui, question. Est-ce que nous aurons une documentation sur cette présentation ou pas? oui, oui, tout à fait. Donc, Ah, ok. l'enregistrement de la séance sera mis à disposition. Alors, les noms de au moins 2 personnes ont été cités par moi hein, pour vous adresser la parole. Donc, si vous souhaitez que votre nom n'apparaisse pas, ben, on peut aussi la couper avant les questions-réponses et puis remettre les questions, enfin, signalez-le avant qu'on ne le diffuse. Sinon, donc, la On est au présentation. souci pour ce qui me concerne, au souci. OK. Donc vous, c'est Monsieur Gaspard, hein, je pense. Et donc, ben, il y avait Monsieur l'autre Galli. personne. Oui. Ah, pardon, vous êtes Monsieur Monsieur Gabi. C'est Monsieur Mohamed Gabi. Galli, oui. Ah, voilà, OK. Donc, ben oui, Monsieur Gaspard a indiqué qu'il était parti, donc je lui poserai peut-être la question. Et donc, sinon, ben, le PowerPoint sera mis à disposition aussi. Et puis, vous pouvez accéder à tous les outils qui sont présents dans la documentation du site remiredi.be. Et donc voilà, il y a toute une série aussi de choses qui sont librement accessibles à tout un chacun si vous souhaitez plus d'informations. Et puis n'hésitez pas sinon à envoyer des questions via l'adresse. Hein, et donc ça, c'est diffusé à qui de droit, aussi bien aux équipes techniques qu'aux francophones, etc., selon le cas. Bien, eh Merci. bien, Oui, merci à tous pour votre intérêt et puis je vous souhaite une bonne soirée. bonne soirée. Merci, vous aussi, bonne soirée.